Bonsoir, bon dimanche. La chronique nécrologique est assez frappante et marquante ces dernières semaines entre anonymes et personnalités publiques, élites et inconnues. C'est dire que le Cameroun perd ses enfants, ses valeureux enfants qui auraient pu apporter encore plus pour la contribution de la République. Vous le savez, le cardinal Christian Toumi est parti, Pascal Monkam est parti, Ali Mayatou est parti, Paul-Éric Kingin est parti et pas plus tard que ce 10 avril 2021, Chief Victor Esseme Moukete nous a également quittés. La notabilité traditionnelle en tant que chef des Bafo, dont il venait de céder le trône, est donc parti des suites de maladies à Yaoundé. Ce dimanche, en lui rendant un hommage, nous reviendrons en quelques traits dans le cadre de cette émission sur l'homme, ses œuvres et certains témoignages, parmi lesquels le témoignage de notre invité, qu'on aura dans une seconde seulement, que vous allez découvrir. On parlera également de bien d'autres. L'ancien directeur général de la CRTV, dont on pourra dire un mot tout à l'heure, Gervais Mindozé, qui est également quitté la scène, toujours du côté de Yaoundé. On parlera également de quelques faits de la semaine, puisque c'est davantage l'objet de cette émission. Le 6 avril, c'était au cours de la semaine, le 6 avril 1984, vous en souvenez, il y a eu un coup d'État. Au Cameroun, un coup d'État manqué. Avec Henri Tekoué, puisque c'était l'invité, nous allons évoquer ces moments forts de l'actualité. Henri Tekoué, bonsoir. Bonsoir, Dupita Tongo. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Bonsoir à votre chaîne qui est endeuillée avec le Paramount Chief qui nous a quittés et qui était un homme sage, un homme de sagesse, de réflexion, qui a élevé le ton à propos de la crise anglophone, quand il a dit que tout se passait comme s'il n'y avait pas une grosse crise dans le pays et qu'il fallait se pencher au chevet de cette crise anglophone avec un peu plus de sérieux et plus de compassion pour pouvoir résoudre ce problème. Si Eric Gando nous le permet, on va peut-être, dans un premier temps, refaire le portrait de l'homme politique davantage. On va s'y apaisantir, ses actions. Ce sera dans quelques moments. Henri Tekoué, vous l'avez connu d'ailleurs, je le rappelle, vous êtes une combattante tout au long de votre vie. Vous avez milité au sein de l'UPC d'ailleurs le 10 avril. C'est la faute, voilà, l'anniversaire de ce grand parti. Un autre temps fort de l'histoire du Cameroun. Oui, oui. Victor Moukete, dans l'histoire de la République, que peut-on en dire selon votre regard? Je rappelle que vous êtes également journaliste, éditorialiste, directeur de publication. Oui, oui. Victor Moukete appartient à ces chefs, ces hommes politiques du Sud, du Sud-Ouest, qui ont été très actifs, eux aussi, dans le destin de la partie anglophone, ce qu'on appelait le Southern Cameroun. Et ils étaient assez actifs pour demander que si jamais ils doivent venir avec les francophones, il faut que ce soit sur des bases précises et claires. Ça a été leur grosse revendication au point où on a pu penser à un moment donné que ces chefs-là étaient plus contre la réunification et pour le rattachement au Nigeria. Alors que ce n'était pas tout à fait vrai, parce que c'était de grands patriotes aussi, mais ils demandaient qu'on leur donne des assurances qu'en étant dans la réunification, il y avait des choses à tirer de cette réunification. Et c'est pour ça que ceux du Sud-Ouest ont été très, très fâchés quand ils ont dit que bon, les grands opérateurs de la réunification, c'était les gars du Nord-Ouest, dont Mouna, Foncha, et aujourd'hui, on a supprimé carrément la fédération et qu'ils en sont responsables puisqu'ils n'ont même pas protesté. Et c'est pour cela que le mouvement des Ambazoniens a beaucoup pris corps dans le Sud-Ouest, qui était vraiment un bastion pour dire que nous ne voulons pas
de la fin de la fédération et nous protestons, comme certaines personnalités aussi au nord-ouest, comme Moukong, Albert et tout ça. Mais M. Moukete était quelqu'un de très ferme, très attaché à sa culture sawa, très attaché à ses racines et aussi très attaché à un mouvement du Grand Sawa qui battait toutes les, comment on dirait, toutes les frontières possibles pour dire que les Sawas sont très nombreux, mais ils sont éparpillés et on pense qu'ils sont minoritaires alors qu'ils vont de Douala à Campo, de Buea à Campo. Voilà, c'était ça son... Mais on regarde justement de ce que la crise dans cette région ne s'est pas définitivement tassée. Peut-on avoir le sentiment que son plaidoyer, puisqu'on peut il a fait un plaidoyer, ainsi, tout à fait. On a souvenance de justement cette séquence au Sénat. Oui, il était sévère. Absolument. Oui. Peut-on avoir le sentiment que ça a eu un impact justement sur l'évolution de la crise? On sait par ailleurs également qu'il a pris part au grand dialogue national. Oui, il y était. Et à toutes les rencontres organisées autour d'un retour à la paix. Oui, je crois que le Chief Moukete a dû élever le ton pour dire que, bon, on est assis à Yaoundé, c'est comme s'il ne se passait rien, il y a des gens qui meurent et qu'il fallait que l'État ait un peu plus de compassion puisque l'État a les moyens d'apporter la paix dans cette région-là. Pas seulement des fusils, mais par le dialogue. Et je crois que c'est pour ça qu'il y était. Je crois que c'est des voix importantes de la région anglophone qui se sont tues, que ce soit lui, que ce soit le cardinal Toumi. Et c'est dommage parce qu'au moment où ces personnalités fortes partent, la crise anglophone n'est toujours pas finie. Et donc on peut dire que pour moi, en tant que journaliste, en tant que citoyenne, j'éprouve une grande frustration à leur départ parce qu'ils n'ont pas vu la conclusion de cette crise. Du cardinal, on en parle dans un instant. Le temps peut-être de prendre ce portrait, ou du moins le regard de l'homme politique, ses actions dans ce secteur d'activité, que reflétait le FON, Victor Moukete. Des décennies d'histoire du Cameroun pèsent sur ses épaules en tant qu'acteur majeur de la réunification entre les francophones et une partie des anglophones sous administration britannique en 1961. S'il décède ce 10 avril 2021, Chief Moukete, né le 15 novembre 1918 à Kumba, s'en va avec 103 ans d'expérience au compteur des âges. Cette figure emblématique s'inscrit au panthéon des grands noms qui ont marqué et marqueront à jamais l'histoire politique du Cameroun. Tout commence en 1926. Victor Moukete entame ses études à la Government School, Kumba. Il en ressort en 1932, puis rejoint le prestigieux Government College Umuya, boursier du gouvernement pour ses études secondaires de 1933 à 1938. Des années plus tard, il explique que c'est son passage sur les bancs de cette grande école qui lui a permis de réussir au sein des universités de Manchester et de Cambridge, où il a d'ailleurs croisé des pointures comme Emmanuel Ndele, le premier médecin camerounais, Okoye Arikpo, ex-ministre des Affaires étrangères du Nigeria, ou Djadja Ouachoukou. Des décennies d'histoire de la Chambre fédérale, des représentants et ministres d'un gouvernement fédéral nigérien. Une position inconfortable, mais pleinement assumée pour cet homme fort qui militait contre l'intégration au Nigeria. Il a fallu lutter pied à pied et convaincre sur le terrain. Botaniste de formation, il jure qu'il mena campagne sans ambition politique particulière et qu'il se retrouva propulsé, bien malgré lui, candidat aux élections législatives nigériennes. Comme nous le disions plus haut, au Cameroun, la réunification sera donc son combat. Victor Moukete contribue largement à la réunification entre les francophones et une partie des anglophones à partir de 1961. Il fait partie de ceux qui défendent l'idée d'un Cameroun un et indivisible. Cependant, son option reste le fédéralisme.
La sortie de Fon VI Moukete s'apparente à une pierre dans le jardin tant ce dignitaire est l'un des rares du régime à critiquer ainsi ouvertement la politique du gouvernement camerounais sur la crise sociopolitique qui secourt les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest depuis fin 2016. Le livre Mon Odyssée, Histoire de la réunification du Cameroun, en dit long sur le background politique de celui qui jusqu'ici était le chef traditionnel des Bafo. Rappelons que c'est en 2013 qu'Ofon VI Moukete entre au Sénat sous la bannière du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, nommé par le président de la République, par ailleurs président national du RDPC. L'enjeu désormais est la préservation de cet héritage. Héritage évidemment politique, héritage traditionnel et sous toutes les autres casquettes que le Fon Moukete évidemment portait sur ses frêles épaules, paix à son âme. D'une personnalité à une autre, le cardinal Christian Toumi, on ne peut pas vous avoir en Tékoué et ne pas en dire un mot, sachant évidemment la longue implication de cette personnalité morale, autorité religieuse, dans le jeu politique au Cameroun depuis les années 90. Tout à fait. Et toutes les batailles qui ont été menées jusqu'ici. Oui, le président, le cardinal Toumi, nous a d'abord frappé par son œuvre au Nord. Et en janvier 91, l'UPC dépêche Anissé Ekane pour lui demander d'être président de la conférence nationale si elle avait lieu. Et le cardinal Toumi accepte. Il n'est pas encore cardinal, mais non seulement il a été créé cardinal, mais il a été affecté à Douala. Et donc le jour de sa messe solennelle en octobre, en pleine ville morte, 91, il exige que toute l'opposition soit à sa conférence inaugurale. Nous étions là, les autorités aussi étaient là. Et depuis ce temps, on a beaucoup fréquenté, l'opposition a beaucoup fréquenté le cardinal Toumi. Il a même hébergé une manifestation des femmes au lendemain de la mise, le placement en état de siège de la ville de Bamenda. Il y a eu beaucoup de torturés et de morts. Nous avons fait une manifestation à la cathédrale et le cardinal Toumi nous a protégés des sbires du régime qui voulaient nous enlever. Bon, je l'ai connu après parce que le cardinal Toumi a été évidemment aussi membre fondateur de Transparency International, section du Cameroun. Il a même eu un prix pour sa lutte contre la corruption et il a poussé le conseil épiscopal à s'impliquer dans les problèmes de la gouvernance politique, sociale et démocratique de notre pays. C'est pour ça que régulièrement, l'épiscopat a pris position pour dire ça, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, nous sommes contre. Par exemple, quand il y a eu beaucoup de gens qui ont été assassinés en 2001 parce que les Français avaient marché, on avait tué un boucher et on a recréé un commandement opérationnel où on prenait les enfants qui étaient dans les cellules, on allait les assassiner, on voyait des morts partout. Et Christian Toumi a protesté. C'est en cela qu'il est resté très proche, non seulement des défenseurs des droits, mais de la société civile d'une manière générale, et écoutait aussi les acteurs politiques, tous dans leur ensemble. Alors, le cardinal, je veux dire que d'aucuns, notamment les acteurs politiques, et je peux faire plus précis, proches du gouvernement, donc le RDPC, ont estimé que c'était un cardinal, j'ai failli dire opposant, j'ai failli dire pas toujours juste dans sa lecture, dans son appréciation, dans son approche. Et d'ailleurs, dans ces dernières heures, dans ces derniers jours, son implication de la crise anglophone n'a pas toujours trouvé des heureux sur son chemin. C'est dommage. C'est dommage parce que la crise anglophone, nous les UPCistes qui avons milité très tôt, les pères fondateurs, pour la réunification, et avec eux, tous les acteurs politiques de cette région du pays, au point où c'est main dans la main que ces partis-là et l'UPC sont allés à l'ONU
pour défendre l'idée de la réunification avant l'indépendance. Donc, nous nous sentons très concernés par la question de la réunification et très concernés par les difficultés que nous avons eues. On a par exemple, l'UPC a dénoncé le coup d'État constitutionnel qui a consisté à effacer totalement le fédéralisme. Et je dois dire, entre parenthèses, que plus de 80% des partis qui étaient à la coordination, quand on a fait les villes mortes, tous ont mis dans leur programme le retour au fédéralisme. Tous, l'UNDP, tout ce monde-là, ils étaient à la coordination, on avait leur rapport, leur programme, et tous étaient pour le retour au fédéralisme. Alors, avec le départ de Victor Mokete, l'une des dernières plus grandes mémoires, on l'a dit, il est plus que centenaire, 103 ans, ce sera été en novembre, le départ du cardinal Christian Toumi, on voit bien que l'élite du nord-ouest et du sud-ouest perdent de grandes valeurs. Peut-on craindre pour l'unité du Cameroun? Peut-on craindre pour ces mémoires qui s'en vont et dont on espère que l'héritage sera bien préservé, dont l'enjeu, je le dis, est quand même de préserver cette unité, cette patrie, tous dans un même corps? Si cette unité-là sera préservée, tout simplement parce que nous avons cheminé depuis 60 ans ensemble et que au fil de l'histoire, les élites anglophones ont des intérêts dans la partie francophone. Donc, on a appris à se connaître, on a appris à se mélanger. Vous allez voir la plupart de toutes la classe, des classes moyennes, tous ont mis leurs enfants dans des écoles bilingues parce que c'était une chance de plus pour que les enfants aient une ouverture sur le monde. Et on dit que le monde anglo-saxon, qui est un peu à la tête de la communauté internationale, offre beaucoup de perspectives. C'est pour dire que même si ces personnes sont parties, aujourd'hui les intérêts sont tels que les anglophones ne veulent pas quitter le Cameroun. Les anglophones n'y tiennent pas. Simplement, les anglophones demandent une meilleure répartition de tout, y compris des postes. Quand on a, par exemple, 4 personnalités ou 5 personnalités qui sont tous de la sphère francophone, ça pose problème. Et il faut quand même que le gouvernement et le RDPC entendent cette revendication-là. Parce que c'est une revendication normale. Cette revendication est née comment? Elle est née quand le président Ahidjo est parti, parce qu'il y avait une tradition qu'il y a certains postes, certains ministères régaliens qui reviennent aux anglophones. Et personne n'y touche. Mais avec le président actuel, on a bafoué ça. Les anglophones n'ont plus que des strapontins. Ça pose problème. D'un hommage à un autre, oui. On en sera au 3e dans le cadre de cette émission. Je l'ai dit dès l'entrée, la chronique nécrologique est un peu pesante ces dernières semaines. On va parler de Gervais Mendoza. On aurait pu parler de beaucoup d'autres personnalités, mais on s'en tient à ces 3-là. Gervais Mendoza est directeur général de la CRTV 15 ans durant, de 1988 à 2013. Oui. Ce temps-là, il a véritablement marqué, il a porté plus d'une génération par ses œuvres. On l'a vu se déployer sur le plan de avec la chorale La Voix du Cénacle. Et finalement, dans ces dernières heures, il finit prisonnier pour il est très malade. Détournement de deniers publics. Il encourait 20 ans. Et du coup, c'est la polémique. Je veux dire, est-ce que vous pourriez comprendre ce phénomène-là? De quoi? Bon, disons que... Voilà, vous m'enlevez vraiment, allez-y, je vous laisse Mendoza est un grand littéraire. D'accord. Mais il était tellement nombriliste qu'il se sentait obligé à chaque fois de mettre idée originale Professeur Gervais Mendoza. Oui, c'était trop. C'était un grand mélomane
Et il faut saluer son œuvre. Il s'est rapproché des chorales d'ici à Douala. C'est vraiment un grand mélomane. Mais il a aussi eu un exercice très autoritaire de son magistère. Je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails sordides, mais il tenait tout le monde vraiment de manière pas toujours gentille. C'était un monsieur qui était aussi passablement phallocrate. Bon, mais ça, tous les Camerounais le sont, on ne va pas s'en offusquer. Mais ce qui a été la fin de ses jours, j'ai trouvé ça très triste, parce qu'il n'arrêtait pas, malgré le fait qu'il était en prison, il envoyait toujours des louanges au président de la République, il n'arrêtait pas de dire que non, il est à sa place, si Dieu a décidé qu'il doit être là. Et il n'y a pas eu de pitié pour lui, parce qu'il était très malade, c'était un grand diabétique, et quand il était à la fin de sa vie, le président aurait pu faire quelque chose pour qu'il passe les journées. Il a fallu que ce soit les réseaux sociaux qui nous sortent un Mendozé complètement décharné dans une misère terrible pour que le président daigne prendre ça en compte. Parce qu'à ce moment-là, on va se demander pourquoi le petit Fosso a pu partir. Est-ce qu'il était grabataire? Pourquoi l'ancien Premier ministre a pu partir? Voilà. Et on se demande si, contrairement à ce qu'on nous a dit dans les années 80-85, lorsque ces deux hôpitaux qui ont été offerts, il ne faut pas l'oublier, par le royaume belge, quand ces deux hôpitaux ont été livrés au Cameroun, on en a dit on n'ira plus en évacuation à l'étranger. Mais on continue toujours à aller à l'étranger, on continue comme si il y avait un problème réel. Je suis désolé qu'il ait fini ses jours comme ça. Je ne connais pas son dossier, je ne suis pas juriste non plus, mais je crois qu'il y avait de quoi quand même montrer un peu de clémence. Mais il y en a eu d'autres. Hein. Il y a le ministre Boto Angon qui est mort comme un malotru. Le président n'a même pas eu un geste de compassion, parce que c'était quelqu'un qui était réputé très rigoureux. Mais bon, ça c'est le président Biya et sa façon de fonctionner. Bon, les juristes diront ce qu'ils veulent. C'est dommage. On verra la suite. Parlons tout à fait d'autre chose. 27 ans après, que reste-t-il de 84, notamment le 6 avril de cette année-là, vous le savez, le Cameroun s'est réveillé sous les balles d'aucuns, ou du moins le régime actuel de Yaoundé, accusant l'ancien régime de vouloir renverser le président Paul Biya, près de 2 ans seulement après son arrivée à la magistrature suprême. Suivez ce rappel mémoire. Les faits s'inscrivent dans l'histoire et les archives ont la parole en ce mois d'avril au Cameroun. Le passé nous rappelle d'ailleurs que dans la nuit du 5 au 6 avril 1984, les habitants de Yaoundé ont été brusquement réveillés par coups de tir à canon et l'envahissement de la ville par les véhicules militaires. Le Cameroun traversait alors une période délicate de son histoire. Les éléments de la garde républicaine ont entrepris la réalisation d'un coup d'État, concrétisé par la coupure des liaisons téléphoniques et l'occupation des points stratégiques et sensibles de la capitale politique du pays. Palais de l'Unité, immeuble siège de la Radio Nationale, aéroport et bien d'autres, avec pour objectif la mainmise par la violence sur le pouvoir politique. Pour le président Paul Biya, je cite, « La responsabilité du coup d'État manqué est celle d'une minorité d'ambitieux assoiffés de pouvoir. » Ici, la clémence du successeur du président Ahidjo est rangée dans les placards. Le bilan du putsch manqué sera lourd. 48 condamnés à mort et exécutés, 64 détenus condamnés à plus de 5 ans, 122 détenus condamnés à 5 ans, 16 détenus condamnés à moins de 5 ans, 38 détenus sans jugement, 2 ont vu leur peine fondre en détention temporelle, 3 ont pris la fuite. Certains en payent encore le prix aujourd'hui, 33 ans après le putsch manqué.
On en reparle, Henriette Ekoé. Vous avez des souvenirs? Oui, non seulement j'ai des souvenirs, mais bon, la bagarre entre Ahidjo et Biya a commencé très tôt. C'est-à-dire que, bon, en passant, il faut qu'on le dise, bon, l'UPC est tellement modeste qu'elle ne le dit pas. C'est l'UPC qui a écrit le 10 mai 81, lorsque le président Mitterrand est arrivé au pouvoir, la direction de l'UPC, sous l'égide de Massaga, et les Mokoro Priso et tout, ont écrit au président français pour lui dire « Nous saluons votre avènement parce que nous sommes des socialistes et que nous saluons votre avènement, mais nous avons chez nous une dictature. » Et Mitterrand a répondu. Il a dit « Merci beaucoup pour vos félicitations, mais je connais la situation de votre pays et je m'en occuperai. » Donc en 82, l'UPC convoque un congrès pour dire que désormais il faut rentrer. Alors pour vous dire quoi? Mitterrand convoque Biya. Bon, je ne sais pas s'il lui a dit, c'est pas moi que tu es venu, donc dis-moi, j'ai 2 sujets pour toi. 1, la démocratie. 2, ton départ. Non. Ah d'accord. 2, puisqu'il vient d'arriver. Ouais. 2, les exilés. Il faut que tout le monde rentre chez lui. Et le président sort et le promet. Ahidjo se fâche. Il dit, je viens de donner le pouvoir à quelqu'un. Et tout de suite, il commence à me donner des leçons depuis le palais de l'Élysée. Donc, tout de suite, le président Ahidjo convoque Cameroun Tribune. Et il dit à Cameroun Tribune, c'est moi qui décide, parce que les règles du parti, c'est que c'est le parti qui décide, et je suis encore le président du parti, et l'État applique. Évidemment, Biya ne peut rien dire, puisqu'il ne connaît pas son parti. Mais quand vous allez lire dans les archives le discours de politique générale du congrès de Douala en 1975, c'était clair que c'est le parti qui définit la politique et l'État applique. Donc, voilà le président un peu tétanisé. C'est l'UPC qui prend encore sa plume pour envoyer des motions de soutien à Radio Cameroun, alors que Biya refusait de nous légaliser. Mais on l'a fait. Beaucoup de gens, donc c'est après que l'UNC est sorti du lit pour commencer à dire que non, on n'est pas d'accord. L'UPC a dit jamais l'État ne sera, l'UNC ne sera au-dessus du parti, jamais. Au-dessus de l'État. Voilà, c'est là que commence. Donc, le président français, Biya, appelle donc son mentor. Il lui dit, me voici. Il veut... Mitterrand lui dit, j'arrive, je viens en juin. Et quand je vais venir, il faut que tu m'organises un entretien avec Ahidjo. Et nous le savions parce que nous sommes des partis de gauche. Nos camarades étaient à la présidence avec Mitterrand. Et c'est comme ça que Mitterrand arrive en juin. Après la visite officielle, il lui dit, il est où? Il dit, il est à Garoua. Il dit, allons. À Garoua, il lui dit, regarde ce que Senghor a fait. Il a dit qu'il part. Il est lui parti, il est en France, il se balade. Qu'est-ce que tu fais là? Et c'est comme ça que Ahidjo a plié bagage en août. Et il a fallu attendre que le président de la République a donc attendu le 14 septembre 83 pour convoquer le congrès, pour prendre la direction du parti. Mais là déjà, il y a déjà des luttes. Il y a la réunion du lac. Peut-être 2 semaines après, Maïkano Abdoulaye, qui était le dernier ministre de la Défense ou des Forces armées, est traduit au tribunal avec Salatou. On les accuse de vouloir faire un putsch. Bon, la situation est tendue, très tendue. Le président va faire des élections le 14 janvier 84. Salé, qui est un gendarme, lui envoie une motion de soutien qu'on a diffusée quand le putsch a éclaté, que c'est Salé Ibrahim qui était à la tête du truc. Bon, qu'est-ce qui va précipiter le putsch? Le 24 mars, le Cameroun est en train de suivre au téléphone, à la radio, on n'a pas de télé. On suit
comment on appelle ça, le match de demi-finale dans lequel le Cameroun est engagé. Oui, l'Afrique à Abidjan. Abidjan, Côte d'Ivoire. Voilà. Et à la mi-temps, une grande nouvelle. Le président Ahidjo est condamné à mort le 24 mars. Donc, tous les gars qui ont fait des réunions, des officiers du Nord et tout, ils ont dit que là, ça ne peut plus continuer. Que le type là condamne celui qui lui a donné le pouvoir, alors on attaque. Et pourquoi ce truc? Le directeur général de l'ONCPB, il a été tué. Ses 2 frères aussi ont été assassinés. Cette femme-là a perdu 3 enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui pilote l'affaire. Et c'est lui qui dit que à l'allure où on est en train de prendre l'argent, on va vers le gouffre. Et c'est ce qu'ils ont dit dans leur message. Mais tout le Cameroun était contre eux. C'est normal. Pour le Cameroun, c'était des nostalgiques. L'argent, ils parlaient des détournements qu'ils ont Oui, ils ont parlé des détournements. D'accord. Et heureusement que le jeune homme qui était dans les machines, on lui a dit, bon, ils ont parlé, il a dit oui, je vais faire passer, et ce n'est pas passé dans le réseau national. Et ce monsieur est mort dans la misère aussi, alors que c'est lui qui a fait en sorte que le message ne soit pas diffusé. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Donc, ce monsieur de l'ONCPB a dit qu'il y avait des réserves de l'ONCPB, des réserves en devises, et que toutes les réserves en devises ont été épuisées. Où on prenait son adjoint qui s'appelait Melingui, qui était convoqué tous les jours à la présidence de la République pour amener l'argent. Et c'est comme ça que l'ONCPB était en tête, parce que c'était un musulman. Par contre, le ministre qui était ministre de la Défense, Sadou Daoudou, quand les jeunes officiers sont venus lui dire « nous voulons faire un putsch », il leur a dit « n'y allez pas. Vous savez bien que vous avez un niveau inférieur et qu'on vous a fait passer pour rattraper le retard. » Parce qu'il fallait quand même qu'il y ait des officiers du Nord. Absolument. Voilà, et il n'a pas eu tort. Alors là aussi, quand le président Ahidjo a parlé à la mi-journée, parce que ce putsch a duré 2 jours, c'est du jamais vu. Il y a un avion qui est arrivé à Douala, Nigeria Airways, à 19h, on dit aux gens que bon, l'aéroport est fermé. Les gars disent pourquoi l'aéroport est fermé. On dit que non, le putsch. Il dit le putsch depuis la nuit. Mais chez nous, au Nigeria, ça commence en à 2 secondes. Et à 18h, c'est terminé. Oui, c'est 2 secondes. C'est fini. Quel est ce putsch qui dure? Et le putsch a beaucoup duré parce qu'il fallait que les gens arrivent de Koutaba, que les renforts arrivent de Koutaba, notamment les hélicoptères qui ont donc neutralisé les chars d'assaut. Et Bogo Titus aussi qui a libéré l'aéroport, parce que sans ça, les avions ne se seraient pas posés avec tout le renfort. Le colonel Titus Bogo, l'ancien commandant, du moins là, il a fini commandant de la garde présidentielle. C'est ça. À l'époque. Cela dit, juste une correction à reprendre qui a été dite tout à l'heure aussi bien dans le reportage que malheureusement par moi-même dans la précipitation. 84, 2021, ça fait bien 37 ans. C'est ça. 37 ans, voilà. Tout à fait. Voilà, Henriette, on va rester en politique. Hein. Oui. Sans transition, on va parler à présent du code électoral. Oui. Vous le savez certainement, ces dernières semaines, la vie politique est, tout au moins pour un certain nombre de partis politiques de l'opposition, elle est marquée par cette concertation qui a eu lieu à Yaoundé, une concertation de 2 jours, 48 heures, entre 7 leaders politiques pour la refonte, la réforme ou alors la révision du code électoral. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ben, ça m'inspire que chaque fois que l'opposition se réunit, j'ai vu la colère du ministre Jacques Famendongo. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas ça. Je vais vous dire rapidement, pour l'histoire, quand on a fait la coordination et que la coordination avait le vent en poupe, le RDPC a créé la convention de Bankomo pour séparer dès le mois de juin. Mais ça n'a rien changé, puisqu'on a continué à faire nos villes mortes jusqu'au mois de décembre, à la trêve
de la fin de l'année. Bon, première chose. Deuxième élément, quand on fait l'élection de 92, il y a un rassemblement de beaucoup de partis qui vont conduire, à mon avis, à une victoire de la présidentielle. Tout de suite, le président a vu le danger du rassemblement des opposants. 97, il y a un grand congrès à Marois, congrès de l'UNDP. 3 dirigeants importants y vont. Bello Bouba est là-bas, bien sûr, Frundi est là-bas et Ndamjoya. Et ces 3 dirigeants décident de ne pas aller à l'élection d'octobre de 1997. Quand le président sort de là, lui qui avait tapé sur les opposants, c'est pas de la politique, c'est pas la chaise vide et tout, mais il a été obligé d'organiser les rencontres de Volier, de la basilique Jean XXIII, pour que, pour une fois, l'opposition s'asseye avec le parti au pouvoir. C'était inédit. Bon. La coalition de 2004, qu'est-ce qui va se passer en 2004? Ils font une coalition, effectivement, tous les leaders sont là, une coalition assez solide avec un programme économique très fort, rédigé par un ancien ministre des Finances, Yondo Marcel. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les opposants décident d'un draft de ce que les conditions à remplir pour être candidat. Et Frundi constate qu'on dit que s'il ne parle pas français, il n'est pas candidat. Frundi dit, c'est quoi ça? Vous voulez tous mon électorat et je suis la première personne à exclure. Il a claqué la porte, il est parti. Sans compter que la présidence, le RDPC ne rigole pas. Hein. Le RDPC a ses gens, a sa logique de conservation du pouvoir. Ah oui, oui, oui. Il a une logique terrible où des gens de la société civile viennent à la coalition pour dire qu'on a un candidat qui est très bien, c'est Akamen Foumou. Quoi? Akamen Foumou, oui, 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 vraiment, ce serait le meilleur candidat. Et il y a parmi les gens qui présentent sa candidature des gens du parti de Frundi. Donc les gars, on dit que ça c'est la magie. Mais quand les gars, pour lui fait peur, on dit que bon, viens ici nous dire alors que tu es candidat. Akamen Foumou a eu peur. Bref, c'est-à-dire que ce qui va se passer là, le pouvoir va tout faire pour saccager cette affaire. Parce que ça lui fait peur. Vous savez, quand on a une sphère politique et la société civile c'est des individus. C'est vrai qu'ils ont la communauté internationale, ils ont ceci, mais pour le rapport de force sur le terrain, c'est ce qu'on a fait en 91, il n'y a pas photo. Donc, on dit que bon, peut-être que les gens là ne sont pas sûrs, on verra. Mais le fait qu'ils se soient rassemblés, ça donne un plus pour dire que bon, nous on en a marre aussi. Cette histoire où on est en démocratie depuis 31 ans, et qu'on n'arrive jamais à gagner, il y en a marre. Donc il faut changer tout. Voilà. Alors bien sûr, la démarche, êtes-vous optimiste quant à savoir que, quel que soit ce que pourrait éventuellement faire le parti au pouvoir pour empêcher que ces leaders aillent au bout de leurs actions, y a-t-il lieu d'être serein sur un travail de fond, probablement, éventuellement, qui pourrait être fait? On verra. Ce qu'on va voir, c'est leur capacité de mobilisation et leur capacité à être debout, ne pas se laisser abattre. Et là-dessus, rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Parce que souvent, qu'est-ce que le pouvoir fait? Le pouvoir a beaucoup d'argent. Hein? Le pouvoir a beaucoup d'argent. Il suffit d'un rien, on dit, bon, voilà, on te donne 50 millions, sors de là. Tu entends quelqu'un sortir de là, commencer à faire des déclarations, oui, vraiment, il y a trop de désordre, moi je n'aime pas le désordre. On a connu ça. Donc, on va voir s'ils tiennent. Mais c'est la meilleure solution que les forces politiques se mettent en mouvement. Il ne faut pas laisser cette revendication aux seuls
acteurs de la société civile, ils ne sont pas nombreux, c'est des individus. Or, si des machines politiques se mettent en mouvement, là, il y a des possibilités de renverser la balance du pouvoir. Démocratiquement, vous allez ajouter. Oui. Possibilité de renverser démocratiquement. Oui, démocratiquement, bien sûr. Puisqu'il faut passer non, mais c'est-à-dire que en ce moment, le RDPC a une grosse pression. Et c'est pour ça que le chargé de la communication est vite sorti pour dire que, bon, attendez... Tout se passe au Parlement. Oui, ça se passe au Parlement. Le code électoral est une loi. Il ne faut pas rêver et tout ça. C'est qu'ils ont peur. Ils ont peur que... Et si ça prenait? Et si ça arrivait à un stade où on ne pourra plus contrôler? Donc, en ce moment, la peur est... Comme qui dirait à changer de camp. Oui, oui, à changer de camp. Parce que le rapport de force va commencer à jouer. D'accord. Arrêtez qu'on va parler maintenant de l'UPC, 73 ans plus tard, 48-2021. Oui. Je l'ai dit, vous en êtes une militante de premières heures. Oui. Ou du moins après la génération des fondateurs. Oui, bien sûr. Quel héritage l'UPC aujourd'hui? Déjà, quand on parle de l'UPC, c'est vous les UPCistes. On se moque de nous. Voilà. Gentiment. Voilà. On les traite d'idiots. Puisqu'à chaque UPC, il y a des épithètes. des noms. Oui. UPC Kodok, UPC Makit, Oui. UPC... oui. Maintenant, on a les Baléguel, Bapolipo, oui, et ainsi de suite. Mais sachez que quand on fait ça à l'UPC, on sait pourquoi on le fait. Parce que, je vais vous dire rapidement, quand Ahidjo est le pays indépendant, il construit le pays avec qui? Avec des étudiants des années 50, qui sortent tous de l'UNEC et de l'UPC. Moi, je ne savais pas qu'un monsieur comme Aurélien Etekimbouma était un grand sympathisant de l'UPC. Il est même allé en Pologne installer les étudiants camerounais dans un organisme de l'autre côté du rideau de fer. Donc, on sait, et le président Biya le sait, la preuve, quand Messanga Nyamdim commence à hurler que oui, il y a des UPC, je les vois, ils sont à la présidence. Oui, le président le sait. Je vais vous donner un exemple. En 90, nous devons sortir de la clandestinité. On charge à Banda de faire une commission économique. Et cette commission économique rédige un rapport. À Banda Pagma. L'ancien président du Manidem de regret. Exactement. Le programme économique et financier, il n'y a que des économistes de l'UPC. Ce rapport, ce programme est sorti le 3 novembre 1990. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le président Biya a pris tous les camarades de la commission économique de l'UPC. Ils sont tous devenus de hauts fonctionnaires. Bon, quand le fou là de Messanga Nyamdim crie, parce que ce sont des patriotes, c'est tout. Bon, on a rédigé la plateforme de la coordination. C'est l'UPC qui l'a rédigé, qui a rassemblé 200 partis et des mouvements de la société civile, dont Cap Liberté, qui a été créé par des UPCistes. De Dieu Kamchameni. De Dieu Kamchameni. Moukoko Priso a rédigé la plateforme de l'Union pour le changement, qui a fait battre pour le bien. Bon, donc, c'est un parti d'avant-garde. Et un parti d'avant-garde, écoutez-moi bien, un parti d'avant-garde est toujours présent, il cherche toujours qu'est-ce qu'il faut faire. Dans la situation actuelle, on va comment? On a été les premiers à rédiger un programme sur la base des programmes d'ajustement structurel. C'est pour ça que je dis que on a beau piétiner l'UPC, même quand le président Biya fait qu'on traite l'UPC et tout, mais de temps en temps, on cherche quand même la voie des UPCistes. Absolument. Parce que les UPCistes ont une expérience, une formation, une capacité d'argumentation qu'on ne trouve nulle part. Il ne faut pas oublier, pour finir, un certain Sengakuo
Absolument. C'était un grand UPCiste. François Senghakwa. François Senghakwa, c'est lui qui a fait la politique de l'UNC, où quand vous lisez les rapports de politique générale, vous vous demandez est-ce que c'est l'UNC qui dit ça ou bien c'était François Senghakwa. C'est François Senghakwa qui a dit au président Ahidjo, allons chez Mao Tse-tung, tu fais quoi là? On va chez Mao Tse-tung, on va gagner des choses. Et on a gagné des choses. Absolument. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas peur. Quand on se moque de l'UPC, l'UPC est un parti d'avant-garde. Et il n'a jamais pris le pouvoir, mais il a influencé beaucoup de choses. Si je prends un truc récent, le type qui a créé le ballet citoyen était un sympathisant. Au Sénégal. Non, qui a jeté Blaise Compaoré au Burkina à Faso, terre. pardon. Oui, Burkina Faso, oui, la révolution. Oui. Il a tellement lu les brochures de l'UPC qu'il était un ami de Sankara. Et quand il a entendu les coups de feu, il a fui, il est allé au Congo et il a trouvé un de nos camarades qui lui a donné la littérature. Absolument. Quand il est remonté des années après, il a créé le ballet citoyen. Dans le jour où on était en train de débarquer Blaise Compaoré, nous étions dans une chaîne concurrente, nous étions en ligne avec ces jeunes gens. Voilà, donc l'UPC ne va pas mourir. C'est l'âme immortelle du peuple camerounais. Comme vous le dites d'ailleurs là-bas. Henriette Ekong va certainement prendre le dernier axe de cette émission. Oui. Vous le savez, le vaccin chinois, en termes d'origine, le Sinopharm, est arrivé au Cameroun aujourd'hui. C'est bon. Il était reçu par le Premier ministre à Yaoundé. Oh, c'est dans le cadre de la lutte contre le Covid. Oui. On parle d'environ 200 000 quantités qui sont arrivées pour l'instant. C'est quoi? Justement, c'est un premier lot en attendant les autres. Et puis le gouvernement a défini un certain nombre de personnes de la classe sociale qui seront les premières personnes à être vaccinées, parmi lesquelles ceux qui sont au front de cette bataille-là, le personnel militaire, sanitaire oui. Et bien d'autres. Je vous suggère donc de suivre ce reportage depuis Yaoundé qui revient sur les questions sanitaires, notamment la lutte contre la Covid. La question était abordée au niveau de l'Assemblée nationale. Pour ce qui concerne les CHR, à l'exception de ce chantier de Bamenda et Boya, en arrêt en raison de la crise sécuritaire, tous les autres chantiers seront livrés au cours de l'année 2021, nous l'espérons. Le ministère de la Santé est engagé, conformément aux prescriptions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans un vaste processus de relèvement des plateaux techniques des formations sanitaires. Et si en dehors du plan d'autres interventions telles que les contrats plans entre l'État et les hôpitaux de première catégorie, dont la mise en œuvre a permis l'acquisition d'équipements de pointe pour l'offre de soins tertiaires de haute qualité dans notre pays. L'évaluation du fonctionnement des formations sanitaires est permanente et plusieurs rapports sont disponibles à cet effet. Rappelons que le planète santé repose sur une enveloppe initiale globale de 150 milliards et concerne 11 formations sanitaires, dont 3 formations de première catégorie. Vous avez compris l'hôpital général de Douala, l'hôpital général de Yaoundé et le CHU de Yaoundé, sur lesquels s'exécutent les travaux de réhabilitation et de relèvement des plateaux techniques. 8 formations sanitaires de deuxième catégorie, qui sont les formations sanitaires nouvellement à construire et à équiper dans les chefs des régions, autres que Yaoundé et Douala. Nous nous attelons à implémenter et suivre la mise en œuvre des recommandations formulées dans les cadres de concertation, ainsi que les instructions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui suit de près le processus de transformation du système de santé et l'introduction imminente de la couverture santé universelle. Nous nous disons ouverts à recevoir et à exploiter les recommandations qui découlent de ce regard externe, qui ne peut que booster notre action pour le bien de notre population. Madame Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, un mot sur cette lutte dont ces dernières semaines, évidemment à côté de l'action sanitaire, il y a toute une chronique aussi sur la lutte, détournements. Voilà, contre les audits qui sont demandés. Oui.
au-delà certainement du ministère de la Santé, mais c'est 180 milliards de francs qui devaient avancer pour ces fonds-là. Vous avez un commentaire pour sortir? Oh, bien sûr, c'est-à-dire que ce seraient les gens qui ont fait ça, se sont moqués de notre vie, nos vies, où ils ont pensé qu'après le confinement, il n'y a plus rien à faire, on mange. Après tout ce qui s'est passé pour la CAN, et sur les vies humaines, on continue, et je pense que le président a raison de demander une enquête tout de suite. Donc j'espère que le vaccin chinois va arriver en plus grand nombre pour mettre les gens à l'abri, parce qu'il y a beaucoup de morts. C'est effrayant ce qui est en train d'arriver chez nous. C'est effrayant. Croisons évidemment les doigts pour qu'on n'en ait pas davantage, en termes de morts. Je voudrais vous dire sincèrement merci, Henri Tekoué. Merci beaucoup, député Tongo. Je te remercie, je remercie votre chaîne de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Merci pour cette disponibilité, toujours, j'ai failli dire présente. Hein. On vous a toujours eu chaque fois qu'on vous a sollicité. À vous également, merci d'être resté regarder cette autre édition de Face à l'actu ce dimanche. Demain, c'est lundi, demain, c'est la rentrée, c'est le 12 septembre, le 12 avril. Dernière ligne droite, rentrée du 3e trimestre. Pour les parents. Pour les parents aussi, c'est vrai. Les élèves, je pensais davantage aux élèves qui sont dans les classes d'examen. Donc, moment de concentration, davantage de se laisser à fond dans les études et que c'est peut-être pour que la fin d'année scolaire soit pour eux assez généreuse. Bon début de semaine et à dimanche prochain.